Donc, Dr. Elham va nous proposer aujourd'hui un atelier de 35 minutes sur l'NLP. Merci, Monica, pour la belle introduction. Un instant, je vais partager mon écran. Je crois que vous voyez mon écran maintenant. Okay, that's great. So let's share this in the chat. Je vais vous le partager dans la messagerie. Donc, vous pouvez suivre en cliquant sur le lien que je vous ai envoyé de la messagerie. Un document accessible sur Google Colab. Donc, on va parler aujourd'hui de la pipeline en NLP, en traitement automatique des langues. Et aujourd'hui, on va faire, par exemple, le pré-traitement de texte et la normalisation de texte. Et ensuite, Mohamed va suivre mon atelier en nous parlant un peu plus de tout ce qui est intégration de phrases et de mots. Donc, dans la pipeline NLP, on a en fait du texte brut qu'on intègre à ces différentes cases ici qu'on voit. La prochaine étape, en fait, ce serait de nettoyer le texte. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots, du bruit qu'on va dire, des zones floues, des caractères qu'on ne veut pas conserver. Par exemple, si vous utilisez un tweet, par exemple, et vous voulez l'analyser, il va falloir retirer tout ce qui est émoticônes, les hashtags, certains caractères qu'on ne veut pas garder. Ensuite, on doit normaliser le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut le rendre propre, entre guillemets, hein? Par exemple, comme on avait parlé dans l'émétisation, le stemming, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'on va normaliser le texte plutôt. Donc, une fois que le nettoyage a été fait et la normalisation aussi, on peut transférer ces textes à différents vecteurs qui sont des valeurs numériques, en fait. Parce que chaque modèle, tout modèle initial à la base ne peut comprendre un texte. Il ne peut comprendre que des chiffres, des nombres. Donc, on doit toujours transférer les textes à des vecteurs qui peuvent être, par exemple, sous format d'intégration de mots, un mot qu'on va intégrer, qu'on va transférer vers un vecteur, ou on peut faire la même chose avec une phrase qui sera transférée vers un vecteur. Ensuite, on peut bâtir le modèle, entraîner le modèle et enfin, on va tester le modèle pour obtenir de la classification de texte, des graphiques, d'autres analyses des textes afin de savoir, par exemple, quelle partie du texte parle de quel sujet. Donc, ici, dans le premier encadré, on a différentes bibliothèques que vous pouvez utiliser, mais si vous n'avez pas installé ces bibliothèques sur votre ordi, vous pouvez tout simplement insérer le code que je vous montre avec mon curseur ici. Et sinon, vous pouvez toujours installer cette bibliothèque en suivant ce code par la suite et ce sera très facile de suivre. Donc, pour le nettoyage du texte, je vais vous montrer comment retirer des symboles, des unicodes, des espaces, s'il y a trop d'espaces blancs. Et si on veut faire la conversion de caractères accentués, par exemple, et les transformer vers des caractères ASCII. Ici, par exemple, on peut insérer n'importe quelle partie d'un texte pour
en fait, explorer les différentes fonctions dont je vous parlais. Donc, premièrement, on commence par comment enlever certains symboles. Donc, j'ai mis des symboles ici, sur une variable, n'importe quel symbole. Vous pouvez en ajouter, par exemple, à commercial ou tout ce que vous voulez pas, les parenthèses, les virgules. And then you see here I put like an example that we have symbols, in a sentence. Ici, par exemple, j'ai mis un exemple. On a un hashtag, on a un symbole. For example, Un commercial, je peux l'ajouter ici. I recently add that ad, so I can, and then you can see like a new sentence. Et on voit que dans la nouvelle phrase, les symboles que j'ai demandé qu'on retire ne s'y retrouvent plus. So the other one is removing. Donc, c'est quoi un Unicode? Comment l'enlever? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est qu'on a des codes assis, on dit. Mais s'il y a d'autres caractères qu'on voit ici, qui ne sont pas définis, en latin par exemple, on peut facilement, à l'aide de cette programmation et ce code, en utilisant la fonction text encode, on peut enlever ces caractères comme vous voyez ici, ce que j'ai fait en rouge sous mon curseur. Donc, par exemple, il y a un caractère latin qui n'était pas relié à l'ASCII et que je voulais enlever. Et on applique la fonction simplement. Et ça a enlevé le caractère qu'on ne souhaitait pas avoir. J'ai une question. Que fait-on s'il y a un mot qui a une erreur d'épellation? C'est une bonne question. Ça dépend de l'ensemble de données, en fait. On va voir un peu plus tard. On fait la limitisation, comme on disait, et stemming. Donc, on peut trouver la racine d'un mot et on peut utiliser, par exemple, si on utilise cette racine et qu'on voit qu'il y a par exemple, des petites coquilles, on pourra transférer, en fait, cette même racine du mot à d'autres mots pour le corriger. Et s'il y a des erreurs, par exemple, liées au stemming et on voit une erreur dans un mot, on peut corriger simplement ce mot sans l'intégrer ou le calculer comme étant une erreur généralisée. Donc, on continue ici. Vous voyez, quand j'enlève ce mot ici, vous voyez ici que j'ai un espace blanc en trop. La prochaine étape, je vous disais, comment enlever ces espaces blancs qu'on ne veut pas conserver. J'ai un exemple ici. Donc, j'ai la fonction join et split et join à nouveau. Donc, ici, c'est comme ça qu'on ferait, en fait, comme dans l'exemple, pour enlever tous les espaces superflus en blanc. Et j'ai mis un exemple ici. Et on lui offre la fonction de nettoyage. Donc, text clean, la fonction nous permet de nettoyer le texte et devant, on spécifie simplement la fonction qu'on souhaite performer et vous voyez que l'espace blanc est éliminé. La conversion de caractères accentués, on voit café par exemple. Si par exemple on ne voudrait pas le E accent aigu, on fait quoi? On utilise la bibliothèque qui se nomme Unicode. Unidicode. Donc, on peut décoder les caractères dans une phrase et les transférer vers le latin ou par exemple, pardon, pas le latin, mais les caractères anglais. Donc, l'expansion des contractions, ça veut dire quoi? Si on a des contractions dans des mots, que don't, on voudrait qu'il soit do not. Donc, on lui explique simplement ce que c'est. On voudrait que ce soit écrit do not et non don't. Et on fait la tokenisation, le tokenize. Parce que quand on fait la tokenisation, don't est considéré comme un mot. Donc, il ne sait pas que c'est do not en fait, que c'est une contraction. Donc, une autre fonction pour la contraction ici, la fonction fixe, on peut l'appliquer ici sur une phrase. J'avais la phrase don't et quand je l'applique, le don't devient do not. Et avec les différents nombres, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça dépend des ensembles de données. Et a-t-on vraiment besoin de ces nombres?
Parfois, c'est important d'avoir tous les nombres. Par exemple, s'il y a des valeurs quantitatives dans notre texte ou des quantités à l'intérieur d'une phrase et qu'on veut vraiment baser notre décision sur ces valeurs numériques, donc à ce moment-là, il faudra vraiment prendre en considération ces nombres, mais dans d'autres cas, les nombres, les chiffres qui s'y retrouvent n'ont aucune valeur, donc on pourra les enlever. Une façon de transférer un nombre en forme numérique, par exemple, si le mot 7 est écrit S-E-P-T, hein, on peut transférer l'épellation de 7 en le chiffre simplement, le nombre 7. Donc ici, 3 cups of coffee est écrit au long, je l'ai transféré et j'ai mis le chiffre 3 et les 3 autres mots. Par exemple, on peut aussi faire le transfert, le contraire d'un nombre en fait. Si on voudrait passer du chiffre 3 au chiffre 3 épelé au long. Je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez facilement trouver la réponse en faisant quelques recherches. Ici, j'ai l'exemple. Je ne voulais pas que le chiffre 7 apparaisse. Je lui dis, s'il vous plaît, j'utilise la fonction re et sub. Alors, substituer, donc remplacer, si vous trouvez des chiffres, des valeurs numériques, à chaque fois, remplacez-le par rien. On utilise très souvent cette fonction. Chaque fois qu'on veut remplacer certaines valeurs, des patterns ou autre chose dans le texte, et vous voulez nettoyer le texte, vous utilisez cette fonction. Et ça se fait très facilement. Pour la normalisation du texte, j'ai déjà parlé du numéro 2 et du numéro 3. Donc, retirer certains mots et la lématisation. Une autre chose qu'on peut faire, par contre, au numéro 1, c'est de changer, en fait, les majuscules pour des minuscules dans tous les textes. On utilise la fonction caractère lower. Donc, voici un exemple avec des lettres majuscules et dans le résultat, toutes les lettres se retrouvent en minuscules. Pour certains mots, on appelle les stop words, les mots arrêtés qu'on appelle. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Je vous donne une phrase. Je veux enlever tous les stop words. Donc, avant d'enlever les stop words, il faut toujours utiliser la fonction tokenize. Donc, ici, word tokenize. Donc, si X... Donc, on remet que le mot dans cette liste si ce n'est pas un stop word. Et on voit que, par exemple, the est toujours un stop word, mais il se retrouve toujours dans la liste. Ça veut dire qu'il se retrouve encore parce que je ne lui avais pas donné la commande de changer tous les mots en minuscules. Donc, la majuscule y était toujours et donc se retrouvait toujours dans notre liste de mots. Donc, en premier, on va mettre toutes les lettres en minuscules. Ensuite, on passe à la tokenisation. Ensuite, je valide s'il y a des stop words qui sont présents ou non. Et on voit que le résultat est bon. Je n'ai plus le mot the, T-H-E, qui était écrit avec la majuscule T. La lématisation, j'en vous en avais déjà parlé la semaine dernière. C'est très facile. J'ai ici he et kept. J'ai trouvé la racine du verbe kept. J'ai keep. Donc, si j'ai différentes conjugaisons du même verbe naturel, keep, par exemple, kept, ou d'autres mots qui ont des racines semblables, comme keep, qui peut être transformé en keeping. Et on peut aussi lui attribuer une valeur numérique à ce mot en utilisant la lématisation. Comme petit devoir ou exercice, je vous demande de
de placer en ordre, en fait, tous ces processus. Vous pouvez définir une fonction et ensuite, vous pouvez commencer par le pré-traitement et tout rassembler ces étapes pour passer au nettoyage et ensuite normaliser les données de texte. Par exemple, donc ce ne serait pas de refaire chaque étape, mais de faire la première étape et de généraliser le tout avec aux autres parties du processus. Je crois que ce serait assez facile ici avec la fonction result. J'ai une question ici. Est-ce que la fonction contraction fonctionne que pour la langue anglaise? J'ai pas essayé pour d'autres langues, mais je ne sais pas, je l'ai pas essayé, mais je crois pas que ce soit limité qu'à l'anglais. Il y a de bonnes chances que ça fonctionne pour d'autres langues parce que la plupart des bibliothèques en NLP sont non seulement écrites pour l'anglais, mais pour d'autres langues. Donc, les bibliothèques de traitement automatique des langues sont souvent utilisées pour les langues qui ont, par exemple, des virgules et compagnie, comme le français, l'espagnol. Par exemple, un mot comme delicious ici, c'est juste des caractères, ça ne veut rien dire pour l'ordinateur. Donc, vous donnez la symbolique, la signification, le sens à l'ordinateur. Vous allez l'entraîner, en fait, à savoir pour qu'il puisse comprendre, en fait, ce que veut dire ce mot et le sens entre eux, le lien entre eux, pardon. Donc, ça ne dérange pas, finalement, que ce soit en anglais ou en arabe. C'est juste une suite de caractères, en fait. Donc, c'est vous qui donnez, en fait, le sens à ces mots. Donc, je passe la parole à Mo. Avant de commencer, est-ce que je pourrais savoir combien de temps il me reste, Tim ou Monica? Donc, jusqu'à 3h55. Donc, ça se peut que ça me prenne un peu plus quelques minutes en plus. Je m'excuse par avance, mais je vais faire de mon mieux. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran avec vous. Donc, vous devrez être en mesure de le voir maintenant. Tout le monde le voit? Donc, l'intégration de mots et de phrases. Donc, comme disait Elam, il y a quelques étapes à suivre avant de bâtir un modèle et de passer à son apprentissage, en fait. C'est pourquoi on a besoin de l'intégration? Parce qu'on a besoin d'être en mesure de transformer nos données textuelles à des données numériques, afin que les modèles qu'on va entraîner soient en mesure de traiter l'information. Donc, quelle est l'intuition derrière la sémantique vectorielle et l'intégration? En fait, c'est que les mots qui apparaissent dans des contextes semblables ont souvent des sens semblables. Et les contextes semblables, on dit quoi? Ça veut dire des contextes qui soient près les uns des autres au niveau du sens. Donc, l'intégration... Pardon, la connexion a coupé. J'ai manqué quelques phrases à la fin. Donc, les mots vecteurs sont basés sur une matrice de co-occurrentielle. Il y a deux types de co-occurrence de la matrice. Donc, le terme document et le terme terme. Le côté matrice terme document, traduction libre, on voit ici dans ce tableau, en bleu, on a un exemple. Donc, chaque colonne, on a des pièces de théâtre de Shakespeare et on a des catégories dans les rangées, des vocabulaires, tous les mots qui apparaissent dans chaque pièce. Donc, dans chaque cellule, chaque valeur représente le nombre de fois que certains mots apparaissent dans certains documents. Par exemple, battle apparaît 7 fois dans la pièce de Julius César. Fool, et donc 36 fois dans As You Like. Donc, chaque document
peuvent être représentés par un vecteur de mots. Hein, c'est les colonnes ici. Chaque colonne correspond à une distribution de mots à travers le texte et à travers le vocabulaire. Donc ici, on se rappelle, on n'a que 4 mots pour que ce soit plus facile à visualiser et à exemplifier, mais évidemment, il y a des milliers et des milliers de mots dans le vocabulaire. Chaque colonne peut être représentée par un vecteur de mots et chaque valeur nous indique combien de fois apparaît le mot dans la pièce en question. Donc ici, une petite projection illustrée. On voit par exemple le mot battle sur l'axe Y et l'axe X, le mot fool. Et chaque mot est représenté par le nombre de fois qu'il apparaît dans un texte. Donc, ce qu'on voit déjà, quand on les représente en vecteurs, Henri V et César sont beaucoup plus proches l'un de l'autre que As You Like et Twelfth Night. Donc, ça voudrait dire que ces documents, Henri V et César, par exemple, sont plus proches entre les uns des autres. Et donc, on essaie de représenter ceux qui partagent un sens commun, en fait. Donc là, on parlait des vecteurs de documents. On peut aussi faire avec le nombre de mots qui apparaissent, le nombre de fois, pardon. La différence, c'est qu'on va utiliser plutôt les rangées plutôt que les colonnes dans ce cas-ci. Donc, chaque rangée représente le nombre de fois qu'apparaît un mot dans chaque document. Donc, battle, si on veut le représenter comme vecteur, on va prendre le nombre total de fois qu'il apparaît à travers toutes les pièces de théâtre. Donc, les mots sont les cibles qu'on veut, hein, les vecteurs qu'on veut intégrer, et le contexte est plutôt le document, donc les pièces dans lesquelles apparaissent ces mots. Donc, on parlait aussi de documents, de termes de documents, cette matrice, et on avait donc des mots qui sont une fonction du document. On peut aussi utiliser dans un deuxième temps une matrice terme-terme. Donc, les deux, soit les colonnes et les rangées, sont remplis de vocabulaire. Donc, chaque cellule correspond au nombre de fois. Par exemple, si on regarde ici la cible, la rangée et la colonne, le contexte. Donc, les deux sont des mots, hein? Et combien de fois ils apparaissent en même temps, en fait, dans les différents documents. Donc, comment on fait ce croisement de données? On utilise, par exemple, une fenêtre de mots. Ça veut dire quoi? Donc, chaque mot cible, on va prendre, OK, par exemple, 4 mots avant le mot principal et 4 mots après le mot principal. Et ça va nous offrir ce qu'on appelle la fenêtre de vocabulaire. Et donc, on va compter le nombre de fois qu'il apparaît dans certains contextes. Par exemple, OK, on voit que tarte, paille apparaît une fois à côté de cherry, cerise. Donc, on va mettre à jour cette valeur ici, au croisement de cherry et paille, on va lui rajouter un point. Si on prend fraise, strawberry, c'est la même chose. On prend les 4 mots avant, les 4 mots après, et on voit que paille apparaît 2 fois. Donc, ça veut dire qu'avec strawberry et paille au croisement, il faudrait lui ajouter 2 points. On avait aussi la notion de ce qui est semblable, de similarité, quand on les représentait comme vecteurs plutôt dans le modèle d'hypothèse. Ici, on voit qu'il y a des ressemblances. Donc, chaque rangée est un vecteur de mots. Donc, on voit ici qu'ils ont beaucoup de co-occurrences entre le mot computer et data. Ça veut dire que côté sémantique, ils partagent le même contexte et leur sens est très, très proche, très semblable. Même chose entre cherry et strawberry, pardon. Donc, quand on regarde pie et sugar, la donnée est très, très élevée quand on croise avec fraise et cerise, mais pas quand on descend au niveau de ordinateur ou digital. Donc, quand on plaçait digital et information et on les croisait avec la dimension ordinateur et données, on voit qu'ils se dirigent dans la même direction. Ça veut dire qu'ils se ressemblent entre eux.
Donc, au niveau de la co-occurrence, de la matrice de co-occurrence, on utilisait la fréquence brute. Ça veut dire que le compte naïf dans différents documents n'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, même parce que ça se peut que certains mots apparaissent plusieurs fois dans plusieurs documents. Donc, il y a quand même un petit paradoxe. Il y a des mots qui apparaissent plus fréquemment les uns à côté des autres et qui sont parfois plus importants que des mots qui apparaissent qu'une seule fois ou deux fois. Par contre, il y a des mots qui sont parfois trop fréquents, mais qui ne sont pas très importants, qui n'ont pas vraiment une définition qui est importante pour nous, comme un, ce, celui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait pour mesurer à quel point un mot est important? On va utiliser cette première formule ici. C'est une mesure qui nous permet de refléter à quel point ce mot est important en relation avec ce document précis. Donc, la variable TF et le terme IDF, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier terme, TF, c'est la fréquence du mot T dans un document D. Donc ça, en fait, on va juste le calculer. On l'a informatisé au niveau d'une fréquence brute. Donc ça, on compte le nombre de fois que ce nom apparaît dans un document X. On va utiliser la fonction log parce qu'on veut écraser, en fait, les données à une plus petite échelle. Parce que le fait qu'un mot apparaisse 100 fois dans un document, ça ne veut pas dire, en fait, qu'il est 100 fois plus important, qu'il est 100 fois plus précis à ce document. Donc, on utilise la valeur log pour écraser la valeur sur une échelle plus basse. Et donc, si le compte ici est 0, la fonction n'est pas le log n'est pas défini sur 0, donc on ajoute plus 1, et donc log est équivalent à 1. Le second terme, IDF, c'est l'inversion de la fréquence dans le document. Donc, ça donne un poids plus élevé aux mots qui apparaissent juste quelques fois dans le document. Donc, N, c'est le nombre total de documents, et DFT, c'est le nombre de documents dans lequel le terme T apparaît. Donc, si ce document apparaît que dans quelques documents, cette valeur ici, IDF, sera très élevée. Ce qui veut dire que la valeur ici sera élevée également. Donc, ce mot aura une importance, aura un sens pour nous, sera important pour nous. Si un certain mot apparaît trop de fois à travers tout le document, cette valeur sera donc N. Et ce terme sera N ici, 1, et l'autre sera 0. Et donc, ce terme qui se retrouve à travers le document sera 0, ce qui nous indique que le terme n'est pas important. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer, en fait, et gagner en clarté avec ce visuel. Donc, si on prend le mot « good », il apparaît plusieurs fois dans plusieurs documents. Ça nous dit que ce n'est pas nécessairement important. Et ce n'est pas un terme qui va donner plus d'informations, en fait. Quand on regarde avec l'autre méthode, good arrive à point avec la valeur 0. Ça veut dire qu'on ne doit pas le considérer, en fait. Il n'est pas important ici. Donc, tout ce qu'on a mentionné, il y a deux problèmes avec ce qu'on vient de partager au niveau des deux matrices. Donc, on a les vecteurs très longs et les vecteurs, en fait, épars. Donc, les longs, c'est que, par exemple, parfois, on a des vocabulaires où il y a 30 000 mots, par exemple. Donc, c'est très long. Et tout ce qui est épars, c'est que la plupart des éléments dans ces vecteurs sont à 0. Et parce qu'il y a de fortes chances que certains mots ne vont jamais se croiser en co-occurrence, en fait. Donc, comment on fait pour mitiger le tout? Il y a une alternative. On utilise ce qu'on appelle les intégrations denses. Donc, on doit apprendre un vecteur qui est court, donc que la longueur est beaucoup moindre que 30 000. On peut passer, par exemple, de 100 à 1000, une valeur de 100 à 1000 mots. Et la densité, ça veut dire que la plupart des éléments sont non zéro. Pourquoi on fait ça? En fait, on s'est rendu compte qu'à côté pratique, ça fonctionne beaucoup mieux. Comme ils sont plus courts au niveau de la longueur et le nombre d'éléments qui correspondent au nombre de caractéristiques, quand on entraîne un modèle, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de paramètres à intégrer lorsqu'on forme une machine, et ça va faire en sorte que le modèle sera beaucoup mieux à faire des prévisions et à généraliser les données.
un algorithme des plus populaires pour apprendre les vecteurs, en fait. Donc, au lieu de compter la fréquence à laquelle apparaissent certains mots dans certains documents, on va plutôt transformer ce problème en une classification binaire. Le but, c'est de classer si deux mots sont voisins, s'ils partagent le même contexte et donc ils sont l'un à côté de l'autre dans un texte. Donc, ce processus de classification n'est pas très important, mais le poids qu'on accorde à la formation va être utilisé comme vecteur d'intégration, en fait. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant parce que ça prendrait trop de temps, mais j'ai rajouté ici la référence. Je vous recommande fortement de l'explorer plus en profondeur et ça va vous donner encore plus d'informations sur ce qu'est l'intégration. Donc, je vais vous donner en fait juste une vue d'ensemble du processus d'apprentissage. Donc, on initialise deux matrices au départ, une matrice d'intégration, une matrice de contextuelle. Donc, sur le bord, aux côtés des rangées, tous les mots qui se retrouvent dans le texte. Et le côté, la taille de l'intégration, c'est ce qu'on choisit nous-mêmes. Donc, si on veut que notre vecteur dense soit de 100 valeurs, ça peut être 100, 200, 500, c'est nous qui choisissons. Et on a besoin d'une matrice contextuelle et une matrice d'intrigation. Une fois qu'on entraîne la machine, on a ici notre ensemble de données et notre modèle. Le but, de prédire si deux mots sont voisins. Ce qu'on voit ici, pour chaque rangée, on a un mot à l'entrée, qui est le mot cible qu'on appelle, et un mot à la sortie. Donc, ce sont des mots qui apparaissent dans les documents. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit par rapport aux fenêtres? On peut prendre une fenêtre comme un élément et on peut considérer s'ils sont voisins ou non. La cible nous dit, donc c'est l'apprentissage supervisé, est-ce que ces deux mots sont voisins ou non? Si la valeur est de 1, ça veut dire qu'ils sont voisins. Si c'est 0, ils ne le sont pas. Le but, c'est d'entraîner ce processus de classification qui va être en mesure de prévoir si ces deux mots sont ou non voisins. Donc, comment fait-on cela? À chaque fois qu'on doit prévoir quelque chose ou prédire une certaine rangée, on va regarder, on va chercher au niveau de l'intégration, qui est notre mot, pour un mot spécifique, et notre mot cible, par exemple not. Et les autres mots qu'on veut voir s'ils sont voisins ou non, on veut les intégrer à la matrice contextuelle ici, en mauve. Donc ici, on a le mot à l'entrée, notre mot cible, not, et les voisins potentiels. On fait quoi ensuite? On informatise le tout et on voit, on fait le croisement entre chaque mot à l'entrée avec chaque mot à la sortie et on utilise le dot product. Et donc, c'est chaque élément qui est multiplié avec chaque vecteur qui a chaque longueur. Et plus haute est la valeur, plus semblables ils sont l'un à l'autre et plus il y a de chances qu'ils soient voisins dans un texte. Donc ici, en fait, alors une tâche auto-supervisée, on utilise les chiffres ici d'erreur qui vont nous permettre de mettre à jour les valeurs qu'on va intégrer pour la matrice contextuelle et d'intégration. On va répéter cela jusqu'à ce que notre processus de classification soit à jour, soit optimisé. Et on va jusqu'à ce qu'il nous donne, en fait, la spécification des mots qu'on veut intégrer avec leur capacité à être prédits s'ils sont voisins ou non. Donc, c'est un exemple. Par exemple, si on prend un exemple pour un logiciel d'être en mesure de mesurer, en fait, quel sera le prochain mot. Si on lui donne un mot, quel sera le prochain? Donc, on voit quel mot. Donc, on va utiliser, par exemple, les mots intégrés qu'on a utilisés pour entraîner notre système. Donc, on utilise la matrice de l'intégration une fois qu'elle est complètement apprise. Et à chaque mot intégré, on peut soit prendre la valeur moyenne pour utiliser ça comme pour une valeur à la sortie pour la prédiction du prochain mot. Désolée si je vais vite, j'essaie de passer à travers tout le matériel. Donc, un mot versus une phrase. Donc, l'intégration des mots, on en a parlé, mais on a aussi la possibilité d'intégrer, en fait, les phrases. Rappelez-vous, l'intégration d'un mot, on va vraiment juste
se fie et capter en fait le sens du mot et on va essayer de le représenter dans un vecteur. C'est aussi possible de représenter une phrase qui est juste une séquence de mots à travers un vecteur numérique. Donc, ça représentait une séquence de mots comme valeur numérique. Donc, on peut entraîner un modèle de langue, en fait, qui va prendre différents mots à l'entrée, des mots qui font partie de la matrice d'intégration, et transformer cette séquence de mots intégrés en un vecteur unique plutôt que plusieurs vecteurs. Ce vecteur est donc intégré comme étant une phrase. Et le vecteur unique va représenter en fait le sens de cette phrase. Donc, on peut faire les deux, avec un mot, avec une phrase. Une méthode ou une approche populaire, qui est une extension de Word2Vec, qui est Doc2Vec, c'est en fait comment un peu différent au niveau de l'apprentissage de la machine avec de Word2Vec. Doc2Vec, ça ressemble un peu, mais c'est de créer en fait une représentation, un modèle d'intégration pour des parties de texte qui ont différentes longueurs. Par exemple, on pourrait avoir des phrases qui ont 10 tokens, 10 mots, d'autres avec 500, que ce soit pour une phrase, un paragraphe ou un document. Il sera en mesure de générer un modèle d'intégration pour cette séquence de mots. Donc, j'ai rajouté ici quelques liens que je vous suggère fortement de passer au travers, de prendre le temps de lire. Ça va vous donner beaucoup d'intuition par rapport à l'intégration des mots et tout ça. Et j'ai rajouté des références ici pour Doc2Vec. Donc ici, si vous sentez un peu d'aventure en vous, vous avez envie d'explorer ça, sentez-vous bien à l'aise et essayez de le comprendre par vous-même. Donc, c'est tout pour ma présentation. J'avais aussi un petit notebook que j'avais préparé pour vous. Je ne sais pas si j'ai le temps, Monica, est-ce que j'ai le temps de le partager? Oui, on manque un peu de temps. Est-ce que tu pourrais le partager sur Slack plutôt? Oui, je vais le partager sur Slack et puis vous allez pouvoir passer à travers vous-même. C'est pas trop difficile et il va y avoir un petit devoir, une pratique, des exercices que vous allez pouvoir faire et vous devrez être en mesure de le comprendre. Merci beaucoup, Mo et Elam. C'était super utile.